Donc aujourd'hui, je vais vous parler le reboisement au Québec, un guide technique. En fait, c'est produit par les publications du Québec. Où est-ce que vous pourrez vous le procurer? J'en ai aucune idée en fait. Le prix en arrière qui est indiqué, c'est 30$. En fait, c'est ma mère qui me l'a donné. Donc, quand elle m'a donné ce livre-là, ben, j'ai décidé de le lire. On est évidemment sur un livre qui parle de reboisement au Québec, mais pas nécessairement dans un cadre de forêt privée. On parle de plantation, d'ensemencement de plus de 40 millions de plants. Donc, c'est pas nécessairement, on est vraiment dans un contexte à l'échelle d'une province. Donc, ça, c'est important de le garder en tête. Comme je suis vraiment dans un minding, dans une pensée pour augmenter mes connaissances au niveau de la forêt, puis dans le but d'être plus efficace pour la gestion de ma forêt. Donc j'ai décidé de le lire, puis en plus, pour moi, il était gratuit. Donc c'est une publication qui date de 2008. Fait que je vais vous faire brièvement le tour, en fait, de ce que moi j'ai trouvé intéressant dans ce livre-là. Donc pour commencer, je trouvais intéressant en fait de sortir les différences qu'il y avait entre la France et le Québec au niveau du reboisement puis au niveau de la consommation de bois. Donc c'est à la page 15 et 16. Par exemple, en France, en fait, 74, là on parle de statistiques qui sont entre 2004 et je pense 2006 pour le Québec. Donc 74% du territoire forestier est géré par 3,5 millions de petits propriétaires, dont 2,9 millions possèdent moins de 1 hectare. Le reste appartient à l'État ou aux collectivités locales. Ce que je trouvais intéressant par rapport à ça, c'est que nous, au Québec, en fait, on est pratiquement dans l'inverse. C'est 89% du territoire qui appartient à l'État provincial et 11% aux 130 000 petits propriétaires privés puis quelques grands propriétaires. Donc quand même totalement inverse. En France, la plupart sont des petits propriétaires, tandis que nous, la gestion de la forêt est davantage provinciale, appartient à l'État. Ce qui était intéressant, c'était par exemple, versus ça, la récolte annuelle en 2002 en France, c'est de 39,8 millions de mètres cubes, dont 13,8 mètres cubes en forêt publique. Tandis que nous, la récolte annuelle au Québec date de 2006. On parle de 43,3 millions de mètres cubes, dont 34,3 millions de mètres cubes en forêt publique. Tandis qu'il y a juste 9 millions de mètres cubes en forêt privée. Fait qu'il y a quand même une grosse différence sur qui gère et qui gère sa forêt versus la France versus le Québec. Par rapport à ça, 70% des plants étaient plantés à racines nues en France, tandis qu'au Québec, 87% des plants sont produits en récipient, donc sont plantés en récipient. Sinon, exigence en matière de régénération en France, la forêt française est la première forêt de feuillus d'Europe. L'État exige qu'un document de gestion lui soit soumis pour approbation de toutes les forêts publiques et privées au-dessus de 10 à 25 hectares, une superficie variable selon les régions. La fonction en plus grande partie de la forêt est de produire du bois d'œuvre de qualité dans le cadre d'une gestion durable des ressources du milieu. Puis nous, c'est à peu près pour les mêmes. C'est pour les pâtes et papiers, c'est pour des matériaux de construction. Il y a à peu près les mêmes exigences. Sinon, qu'est-ce que je trouve intéressant au niveau de l'histoire en fait, donc de l'histoire de la plantation, des programmes de gestion, puisqu'au Québec, on est dans un territoire forestier qui appartient pour la majorité à l'État. Donc, l'historique derrière ça se trouve 24 à 39. Donc, l'historique, on a les débuts, donc 1872 à 1940. C'est là, en fait, qui a commencé, en fait, l'apparition d'un système de gestion de la forêt publique. Donc, ça a commencé, en fait, par des universitaires qui ont évidemment réfléchi au fait qu'il fallait préserver la forêt, puisque les colons arrivaient, déboisaient. Ça faisait en sorte que le bois était toujours à aller chercher de plus en plus loin. Puis ça a fait en sorte en fait qu'il y a eu la création de pépinières, donc les premières pépinières provinciales qui ont été créées.
Donc, une des premières est située à Berthierville, qui est encore active, puisque encore à l'heure actuelle, les pépinières provinciales, en fait, fournissent la majorité des plants pour tout ce qui est ensemencement, même si, pas ensemencement, ben ensemencement, mais également plantation dans les forêts, même si, en fait, toute la coupe, toute la replantation est donnée à des sous-contractants, donc c'est pas l'État, en fait. L'État fournit les plants, fournit les semences, puis c'est des entreprises privées qui vont faire la continuité. Mais ça, on va le voir un peu plus tard. Donc, on parle surtout, on essayait les semis, donc de pain blanc, des semis différentes, différentes essences. Période de la sensibilisation, en fait, de 1940 à 1965. En fait, le ministère va entreprendre des actions pour convaincre les propriétaires privés d'investir dans leur boisé, parce qu'évidemment, les propriétaires forestiers sont situés plus près du fleuve, plus près des usines. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment, le transport était vraiment pas super top en 1940, en 1965. Donc, ça faisait en sorte que ce qu'on voulait, c'est que les productions forestières soient situées très près des usines. Et donc, c'était des propriétaires forestiers, des propriétés privées. Fait que ça va être de favoriser donc d'investir dans leur boisé par des subventions, mais aussi par des programmes en fait où ils étaient payés à l'hectare suivant comment ils conservaient, comment ils plantaient d'arbres. Ensuite de ça, on a une période d'apprentissage et de développement, donc entre 1965 et 1979. Donc, la quantité de plants octroyés annuellement a presque triplé. Donc, en fait, ce qu'on voulait, c'est planter. Donc, on passe de 7, on était avant à 7 millions de plants plantés. Là, on passe à 18 millions de plants plantés. C'est vraiment, ça a doublé en fait, même un peu plus. Donc, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits, évidemment, scientifiques pour comprendre au niveau des plantations comment ça se passait, parce que là, plus on augmente en fait l'investissement, mais plus c'est important de s'assurer de cet investissement-là. Donc, les scientifiques ont fait des études afin de savoir quel besoin était le plus approprié pour euh, prendre soin en fait de ces grandes étendues de forêt-là qui étaient plantées, transplantées ou ensemencées. Donc, la forêt publique est en fait gérée par l'industrie des pâtes et papiers, qui est locataire de vastes concessions forestières. Ça va lui permettre d'alimenter les usines. Donc, la forêt québécoise est sous-exploitée par l'industrie du sciage, qui est très peu développée à ce moment-là. Donc, c'est vraiment un monopole entre 65 et 79 au niveau des pâtes et papiers. On le sait, hein, nos forêts québécoises ont été sciées pour faire des beaux journaux super importants qui sont jetés après une première journée ou brûlés au bois. C'est vraiment magnifique. Tout le papier de New York, tous les fameux New York Times, toutes ces cochonneries-là, c'était imprimé avec nos arbres. On les a coupés pour en faire du papier. Génial. Bon, ça c'était petit éditorial. Bref. Donc, en fait, on va nous décrire un peu ça, je trouvais ça. Donc, c'est un scarificateur à barils et à chaîne, je sais pas si vous allez bien voir. Mais en fait, c'est tiré par un bulldozer. Puis c'est un baril avec des, comme des ailettes, si on veut, de métal. Puis il va tourner sur lui-même, puis ça va faire un peu le même principe qu'une charrue, donc qu'un labour, ça va labourer la terre pour ameublir, pour ensuite faciliter le travail, surtout au niveau de la plantation. Parce que si vous avez déjà planté votre pelle dans la forêt, c'est quand même relativement dur, il y a souvent de la racine. Donc quand on parle de planter 2000 plants par jour, il faut qu'il y ait une production qui soit efficace. Fait qu'il y avait évidemment un ameublissement de la terre. Donc on nous fait un peu l'historique de tout ça. Ensuite de ça, l'âge d'or, donc 1979 à 1990. En fait, l'objectif annuel de reboisement en 83 est fixé à 90 millions de plants, à 4500 hectares d'ensemencement direct. Fait que c'est quand même des objectifs qui sont assez importants. D'ailleurs, Justin Trudeau avait dit qu'il allait planter 2 milliards d'arbres. Il avait dit ça à Greta Thunberg à Montréal. Il l'a pas atteint. Évidemment, c'était des belles promesses électorales.
Beau petit trou de cul. Bon. Sinon, l'âge d'or, ben c'est l'âge d'or aussi du Roundup, baby. On va mettre des pesticides en forêt. C'est maintenant illégal, il me semble, il faudrait que je regarde, mais c'est depuis 2001 que c'est illégal en fait d'arroser au Roundup les forêts au Québec. Mais il me semble, là je sais pas à l'heure actuelle c'est quoi. J'espère que c'est pas le cas encore, mais c'était au niveau des. C'était pas interdit au niveau des forêts privées. Bon, je pense pas qu'il y a des timbrés qui utilisent ça pour arroser leur forêt privée, mais d'après moi, ça doit être rendu illégal. J'espère bien en tout cas. Donc, c'est les phytocides chimiques, fait que globalement, là, on arroserait de Roundup partout avant la plantation, puis c'était absolument génial. Bilan. Donc, en fait, le bilan à l'âge d'or, en fait, donc, on va dire 79 à 90, 1990, l'État va se retirer progressivement de l'exécution des travaux en forêt. Cette décision ouvre la porte en fait à une multitude de petites entreprises spécialisées dans la production de plantes, dans l'exécution de travaux sylvicoles en forêt. Donc c'est ce que je disais au début, c'est qu'en fait l'État va produire les semences, va faire les recherches pour faire de l'amélioration génétique au niveau des arbres. On va en parler un peu plus tard. Puis il va vraiment va s'occuper, on va dire, du primaire si on veut. Semences, plantation, sélection génétique. Toutes les plants, c'est eux qui les fournissent, les essences, etc. Puis ça va être vraiment des sous-contractants, donc l'entreprise privée qui va s'occuper de transplanter tout ça, puis de tout mettre. Évidemment, c'est à cause des coûts. L'entreprise privée coûte toujours moins cher, à peu près toujours moins cher que le gouvernement. Donc après ça, 90 à 2002, c'est la période de consolidation et de décroissance. En fait, donc ils se sont rendus compte qu'il y avait des objectifs qui étaient trop élevés de plantation par rapport à la réussite aussi. Donc ça ne donne rien de planter 90 millions de plants si la moitié meurt. C'est mieux d'en planter 70 millions puis d'être sûr que ça pousse, évidemment. Donc il y a un peu, je vous dirais, une remise en question là-dessus, un travail davantage scientifique. Puis aussi, en fait, c'est que à cette période-là, la production de plants va régresser un peu. Puis il va y avoir une diminution importante des plants, de la demande des plants en fait. Le bois aussi est un peu comme en descendant à cette période-là, donc la demande est moins élevée. Sinon, le bilan de 130 ans, en fait, je vais vous faire le petit bilan. En fait, c'est que l'État a toujours été le principal bailleur de fonds, donc c'est lui qui investit. Évidemment, c'est dur de faire des grosses recherches scientifiques quand tu es propriétaire de seulement 33 hectares de forêt. Donc, il faut que tu puisses te le permettre. Donc, le retour sur l'investissement se fait souvent à très long terme. Évidemment, c'est pour ça que c'est pas quelque chose qui est vraiment favorisé en forêt privée. Parce que c'est quelque chose qui, par exemple, si on fait une plantation de sapins ou d'épinettes, mais c'est peut-être juste dans 30 ans, même 40 ans, qu'on va récolter le fruit un peu monétaire de cet investissement-là. Ce qui fait que c'est pas du tout intéressant pour les propriétaires privés. Sinon, les terres publiques appartiennent aux citoyens du Québec, donc mais l'industrie est très réticente donc, à investir sur des terrains dont elle n'est pas propriétaire. Donc l'industrie en fait marche par bail de location, ils vont prendre le bois qu'ils veulent, mais ils vont justement pas, tout comme les locataires, personne n'est intéressé d'investir dans ce milieu-là quand ça t'appartient pas, donc ça fait en sorte que ça a toujours été l'État qui a été le principal bailleur de fonds. Sinon, l'importance accordée au reboisement, en fait, ça a fluctué. Ça a toujours été très dépendante, naturellement, des orientations politiques. Donc, souvent, ce qu'on apprend, c'est que quand il y avait des grosses périodes de chômage pour tout ce qui est les régions éloignées, ben là, ils finançaient beaucoup plus, en fait, la plantation d'arbres pour sortir les gens du chômage, pour leur donner des emplois, puis créer un peu de la richesse, si on veut. Fait que c'est évidemment le socio-économique est toujours extrêmement présent. Donc l'État s'est retiré à peu près complètement des travaux forestiers, comme je l'ai mentionné plusieurs fois. Puis il s'est vraiment gardé, en fait, son secteur, c'est la production de semences puis de plants. Ensuite, ce qui est intéressant, l'État exerce donc un plein contrôle sur les deux premiers maillons de la chaîne de reboisement, donc la semence et les plants.
Mais c'est ça, vraiment beaucoup moins sur tous les travaux, en fait les autres maillons réalisés, des travaux réalisés en forêt, donc la préparation du terrain, la plantation, l'entretien de la plantation. Ensuite de ça, 43 à 54, on a les essences qui sont évidemment surtout des résineux, hein, puisqu'on parle surtout de résineux, puisqu'on parle de bois de construction et de bois pour les pâtes et papiers, etc. Donc les résineux, ils poussent rapidement. C'est ceux-là qu'on vise, puis c'est ceux-là qui sont qui tolèrent le mieux les besoins, qui correspondent le mieux aux besoins. Ce que j'avais envie un peu de vous parler, c'est des forces puis des faiblesses. En fait, je vois juste parce qu'on a évidemment, par exemple, ici l'épinette blanche, on a région de reboisement, drainage des pots, pH, qualité du site, potentiel de croissance, productivité, tolérance à l'ombre, gain génétique possible, production visée, maladies insectes, force, faiblesse, commentaires. Puis on a ça pour plein d'essences, quelques-unes au moins. Sapin baumier, mélèze hybride, pain rouge, pain blanc, épinette de Norvège, pain gris, épinette noire, épinette rouge. Donc, je vais y aller brièvement pour les forces et les faiblesses, en fait, c'est ce que je trouvais le plus intéressant de vous partager. Donc, pour l'épinette blanche, espèce plastique car elle croît sur une grande diversité de sols et de climats. Sa faiblesse, en fait, c'est une croissance initiale qui est faible comparativement au mélèze ou au pain gris. Puis, à la hauteur moyenne après 5 ans est de 77 cm pour l'épinette blanche, de 126 cm par exemple pour le mélèze et de 129 pour le pain gris. Donc au début, ça croît très lentement. Donc c'est pour ça qu'on considère que c'est une faiblesse au niveau de la plantation. Parce qu'évidemment, plus l'essence pousse lentement, plus elle a de possibilité d'être envahie par les autres types de végétation. L'épinette noire, force très plastique, peut croître sur une grande variété de sols, avec une croissance juvénile relativement importante, relativement rapide, résistante aux insectes, aux maladies, bois de plantation de densité de l'ordre de 0,40 g par centimètre carré, par rapport à 0,33 pour l'épinette blanche. Donc elle est plus dense en fait. Faiblesse, productivité la plus faible que l'épinette blanche et l'épinette de Norvège, c'est au niveau de la grosseur puis de la maturité. Épinette rouge, sa force, c'est une grande tolérance à l'ombre et vraiment à souligner. Donc, ça peut être planté au travers en fait de d'autres arbres. Faiblesse, espèce capricieuse qui ne semble pas démontrer beaucoup d'aptitude à croître rapidement en plantation. Plasticité assez limitée, les pépiniéristes ont aussi la difficulté à produire des plants de qualité car elle a tendance à s'étioler, très susceptible à la dessiccation hivernale. Donc, elle est vraiment très fragile à ce niveau-là pour la reproduction, on va dire artificielle si on veut, ou contrôlée. Épinette de Norvège, une de ses forces, c'est une des espèces résineuses les plus productives en plantation. Donc, je vous épargne tous les chiffres. C'est une des meilleures, en fait, puisque son rendement est très élevé. La faiblesse, c'est une sensible au charançon, mais des stratégies ont été développées là, depuis les années 2000 afin de pallier à ce problème-là. Donc, il est quand même très susceptible au niveau. Le charançon, c'est un insecte, il me semble. Pain gris. Pain gris est peu exigeant à regard de la qualité du site. La croissance juvénile est très rapide. Dans ses faiblesses, avant tout, c'est une essence de la forêt boréale, donc qui est moins plastique que l'épinette noire. C'est pas avantageux de la reboiser dans l'est et le sud du Québec. Sur le pain gris, en fait, si vous voulez vraiment, c'est super trippant. Ils ont fait un petit reportage sur YouTube, c'est la semaine verte. Je vais vous le mettre en descriptif. En fait, c'est que le pain gris, en fait, il se reproduit grâce au feu de forêt. Donc sa cocotte, elle va s'ouvrir juste à un certain niveau de chaleur. Donc pour faire ouvrir les cocottes de pain gris, en fait, il faut les mettre au fourneau. Puis c'est ce qui fait en sorte que le pain gris s'est étalé surtout en forêt boréale. C'est qu'il y a beaucoup de feux de forêt dans cette région-là. Donc c'est particulier comme type de reproduction, je trouve que c'est vraiment intéressant. Je vais vous mettre le lien en description.
Le pain rouge force, très productif même sur des sur des sites de faible qualité, très bonne croissance en diamètre, en volume. Faiblesse, il est sensible au chancre sclérodérien. Il n'y a pas de débouché pour la pâte, ce qui est quand même un désavantage assez important. Puis il y a des problèmes potentiels de maladie du rond lors des éclaircies. Le pain blanc, tolérance à l'ombre, il est quand même, il requiert au minimum 40% de lumière pour bien croître. Ses forces, une grande valeur économique à longue révolution, se prête bien au modèle d'aménagement inéquien, donc en fait où la forêt n'est pas mature d'une manière égale. Faiblesse, vulnérable aux attaques du charançon et de la rouille. Le pain blanc, par contre, là, on est dans une publication de, je pense l'avoir dit plus tôt, 2008. Moi, je vous dirais, dans mon plan d'aménagement forestier, en fait, l'ingénieur forestier avec qui j'ai parlé, qui est venu sur le terrain, etc., il me disait que le pain blanc, ça avait absolument aucune valeur au niveau de la pâte, puis donc il n'y avait pas vraiment d'avantage pour les usines, en fait. Sinon, mélèze laricin, force, accroissement élevé en bas âge permet de sortir rapidement de la végétation concurrente, c'est ce qu'on disait. Donc, il pousse très rapidement au début. Euh, Faiblesse, vulnérable aux insectes, peut engendrer des ravages importants qui pourraient détruire en fait un très grand peuplement. J'adore le mélèze, c'est une très belle essence. Par contre, souvent au niveau du séchage, elle va fendre. Ça prend un séchage qui est particulier. Mélèze hybride, en fait, c'est simplement un mélèze qui a été modifié. Sapin baumier, très plastique, s'accommode d'une grande variété de sols et de climats. Une des seules essences résineuses pouvant tolérer plusieurs années d'oppression en sous-étage sans dépérir. Fortement sensible, par contre, à la tordeuse et à la carie de souches précoces sur certains sites. Comme c'est le cas chez moi, donc il y a beaucoup de chablis. En fait, le sapin baumier va casser. Ensuite, 61-62. 61-62. Il s'agit en fait de la sélection des semences et des rendements. Je trouvais ça intéressant parce qu'en fait, ils ont fait évidemment beaucoup de travaux, puis c'est des travaux qui se font sur le long terme, on s'entend. De planter un arbre, de faire une sélection, puis ensuite de sélectionner ces semences-là et de pouvoir calculer en fait un pourcentage, en fait, un gain d'une manière génétique. Tu sais, les animaux, ça peut être impressionnant, mais ça se fait assez rapidement. Les arbres, c'est vraiment très long. Donc, sinon, à ce niveau-là, en fait, depuis le milieu des années 90, en fait, les gains en hauteur versus, par exemple, une semence de sapin baumier versus en forêt, donc, c'est de l'ordre de 15 à 20% par rapport au matériel qui est non amélioré. Donc, on dit, en fait, par la sélection, on peut obtenir 15 à 20% d'avantage de hauteur. Des gains aussi au niveau du diamètre de 17% et 12% au niveau de la densité du bois. C'est quand même très intéressant. Si on met ça dans le temps, mettons dans 50 ans, on va avoir des essences d'arbres qui vont être vraiment produites en pépinière, qui vont être vraiment très avantageuses pour la production du bois, évidemment. On est à grande échelle, là, ça n'a rien à voir avec ce que moi je pourrais faire chez moi, ça n'aurait aucun sens. Mais quand on parle de 17% de diamètre, étaler ça sur 40 millions de plants, commence à chiffrer. Là. Sinon, c'est très technique, là, surtout au niveau de la plantation. Il y a des bouts qui étaient moins intéressants pour moi dans le sens où c'était plus de comprendre comment ça se passait dans nos forêts au Québec versus ce que moi je pourrais faire ici, ça m'apportait pas grand-chose. 66, l'ensemencement. En fait, l'ensemencement, comment qu'ils font? Ils vont faire des semis, donc 600 à 800 semis par mètre linéaire sur une plate-bande. Une fois que le plant va avoir atteint 10 à 20 cm de hauteur, ils vont faire un repiquage. Donc, ils vont extraire les semis, les plantes, ils vont les repiquer dans un autre espace. Ils vont les laisser pousser de l'ordre de 35 à 50 cm. Ensuite, ils vont faire l'extraction, le triage et l'entreposage des plants. Ça se fait généralement sur une période de 2 ans. 92, l'exposition à l'air de racines nues. 92, ça je trouvais ça intéressant parce que souvent vous êtes amené, et moi j'ai été amené à planter des plants à racines nues.
Donc, il y avait une statistique, une étude qui était intéressante. Lors de la mise en terre, le reboiseur doit retirer un à un les plants de leur sac. Plusieurs expériences ont démontré qu'une exposition des racines à l'air durant plus de 5 minutes, ce qui n'est pas très élevé, hein, et là on ne parle pas d'exposition non plus au soleil ou à la température, ce qui doit accentuer évidemment tout le taux de survie. Donc ça cause une diminution du taux de survie. Par exemple, pour 30 minutes d'exposition à l'air, le taux de survie peut décroître de 30 à 40%. C'est quand même très important à mentionner. Donc si vous avez des plantations de peu importe quel type d'essence, c'est vraiment très important que les racines nues ne soient pas exposées à l'air, le moins possible du moins. Puis si on peut, faut pas qu'il fasse chaud, qu'il fasse soleil cette journée-là. Euh, donc, à garder en tête lors des plantations. 140, le bois noble versus dur. Donc, plantation de feuillus nobles ou durs, là, ce que je trouvais intéressant de vous partager, en fait, c'est la différence entre ce qu'on appelle le bois noble et le bois dur. Donc, certains feuillus sont qualifiés de nobles parce qu'ils sont dotés d'un port impressionnant et d'une grande valeur commerciale. C'est le cas du noyer, du chêne, du bouleau jaune, du cerisier tardif et du frêne d'Amérique. Par contre, les bouleaux à papier, les érables argentés et rouges, le hêtre, le frêne de Pennsylvanie, que l'on qualifie parfois de bois dur, offrent généralement peu de valeur commerciale et une forme moins majestueuse. Donc, en fait, les bois nobles, on pourrait dire que les bois nobles sont surtout intéressants au niveau de la construction de meubles. C'est pour ça qu'ils sont intéressants. Mais c'est des bois qui sont également durs, donc ils sont denses. Par contre, au niveau des bois qu'on qualifie de durs, donc érable, argenté, frêne, le hêtre, etc., c'est des bois qui ont un port moins majestueux, qui sont moins utilisés pour la construction de meubles, par exemple, de commodes, etc., mais qui sont des bois très denses, puis qui sont surtout utilisés comme bois de chauffage, en fait, euh, pour produire beaucoup de chaleur. Fait que ça, je trouvais ça intéressant de vous le partager. Sinon, au niveau de la plantation au Québec, il y a très très peu de plantation qui se fait. On parle par exemple de la plantation de feuillus nobles de l'ordre de 1,5 million de plants par an au Québec, tandis qu'on plante 130 millions de résineux. Ça vous donne une idée, parce que tout simplement, ça pousse pas assez rapidement. Puis là, 1,5 million, ce qu'on apprend un peu plus loin, c'est qu'il est surtout fait en forêt privée. Donc, dans le même cadre que moi je fais. Donc, moi je plante du chêne, je sème du chêne rouge. Donc, c'est ça, c'est pas intéressant pour la forêt publique parce que ça rapporte pas assez d'argent. Bref. Sinon, quelque chose que je trouve intéressant à partager aussi, c'est que, en fait, pour tout ce qui est plantation, reboisement, c'est ce qu'on nous mentionne, là, on est en 2008, c'est certainement très en hausse. C'est que c'est surtout fait maintenant par des travailleurs étrangers, donc mexicains, guatémaltèques, etc., qui vont faire ces travaux-là. Pourquoi? Parce que c'est évidemment des travaux qui sont très durs physiquement. On travaille avec les intempéries. Puis c'est aussi des travaux qui se font loin du domicile. On parle de forêt boréale, ça se fait pas en arrière de chez vous. Fait qu'il faut aller loin dans la nature. Et c'est aussi des travaux qui sont souvent sous-payés. C'est pas très avantageux de faire ces travaux-là quand on est un Québécois moyen puis qu'on peut être payé 18$ de l'heure au McDonald's. Fait que c'est ce que j'avais envie de partager concernant ce livre-là. Comme je vous dis, je sais pas où vous pouvez le trouver. Si ça vous intéresse, faites vos recherches, les amis. Sinon, bonne lecture comme d'habitude.